Bonjour, cette première capsule vidéo est destinée à vous familiariser avec le concept même d'histoire littéraire qui donne l'intitulé de notre cours, Histoire littéraire du Moyen Âge au XVIIe siècle. Deux questions principales se posent à propos de l'histoire littéraire. Comment on fait de l'histoire littéraire? Quels sont les principes? Et nous verrons en fait qu'il y a deux grands principes, celui de la sélection et celui de l'organisation. Et qu'est-ce que la littérature française? Vous voyez que pour la première partie, j'ai laissé de côté un point qui est celui des bornes chronologiques. Il en sera déjà question dans la partie sur l'organisation, mais dans cette troisième partie sur les bornes chronologiques, on se demandera plus particulièrement pourquoi on a choisi de vous faire découvrir au titre du premier semestre la littérature française du Moyen Âge au XVIIe siècle. Quant au concept de littérature française, il faut avoir conscience qu'il s'agit d'un concept problématique. Les deux termes sont problématiques. À la fois le terme de littérature, on verra qu'il n'a pas eu le même sens à travers les âges, et le terme français. Qu'est-ce que le français? Qu'est-ce que la langue française? On découvrira que cela aussi a fluctué à travers le temps. La sélection. Quand on parle d'histoire littéraire, on pose d'abord la question de la sélection. Parmi les millions d'œuvres existantes, comment choisir celles qu'il faut retenir? Faut-il choisir les meilleures œuvres ou les meilleurs auteurs? Mais comment juger quel livre est plus digne qu'un autre d'être étudié? Faut-il choisir les livres que l'histoire a retenus? Ça voudrait dire que la mémoire humaine fait la valeur des œuvres. Mais parfois, il y a une grande différence entre les auteurs qui ont eu un énorme succès de leur vivant et les auteurs que l'histoire littéraire a retenus. Par exemple, savez-vous qui est Eugène Scribe? C'est l'un des auteurs dramatiques les plus joués au XIXe siècle, en France et dans le monde. Aujourd'hui, on a complètement oublié qui il était. Contrairement à l'histoire tout court, l'histoire des événements, qui ne peut nous faire revivre les événements justement, l'histoire littéraire peut nous amener à relire les livres, à les faire vivre pour nous et pour notre époque. Organiser l'histoire littéraire. Les auteurs, les œuvres ne sont séparés entre eux par aucune barrière temporelle. Tout se suit et se chevauche sans cesse. La première possibilité, c'est suivre les siècles. Le XVIIIe siècle commence en 1700, finit en 1799. Mais si une œuvre est publiée un an avant ou un an après, faut-il en parler? Comment faire si un auteur est à cheval sur 2 siècles? La deuxième possibilité, c'est suivre les événements historiques. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'histoire littéraire sans histoire. Une œuvre appartient à son époque, réagit à ces événements historiques, dépend des lois, des gouvernements. Cela revient à dire, le début du XVIIIe siècle, c'est 1715, la mort de Louis XIV, un événement essentiel qui marque le début du déclin de la monarchie absolue. La troisième possibilité, c'est suivre les événements littéraires. Le début du XVIIIe siècle, ce serait par exemple 1721, la publication des Lettres persanes de Montesquieu. Mais ça revient à déconnecter complètement l'histoire littéraire de l'histoire. Rien de tout cela n'est faux. Il n'y a pas de borne chronologique absolue, pas d'évolution vers un mieux ou un moins bien. Tout est lié, chaque période a encore un peu de la précédente et annonce la suivante. Pourquoi travaillons-nous sur la période allant du Moyen Âge au XVIIe siècle au titre de ce premier semestre? Eh bien, tout d'abord, pour des raisons tout à fait pratiques, nous pensons que c'est déjà beaucoup de vous faire découvrir euh, tant de siècles de littérature française, ça vous fera suffisamment de lecture. Cependant, il y a aussi d'autres raisons qui sont plus intellectuelles, à savoir que ces deux bornes, le Moyen Âge et la fin de la monarchie absolue au XVIIe siècle, représentent des moments qui ont du sens dans l'histoire comme dans l'histoire littéraire. Ils marquent des avant et des après, et c'est en raison de cela qu'on a considéré que ça forme une période d'une plus grande unité. Alors, pour ce qui est du Moyen Âge, il faut avoir conscience que c'est une expression inventée a posteriori. Les gens du Moyen Âge n'avaient aucun sentiment de vivre pendant une période du milieu. Ils étaient plutôt à croire que le monde va bientôt se terminer. Vous avez peut-être entendu parler du millénarisme. Et le Moyen Âge est né de la chute de l'Empire romain. Je vous rappelle la date que vous avez vue en histoire au cours de votre formation secondaire au 5e siècle.
Il va jusqu'au début de la Renaissance, à la fin du XVe siècle. Donc, insistons sur le fait qu'il y a une littérature qui s'écrit avant le Moyen Âge, pendant l'Antiquité, mais cette chute de l'Empire romain donne la possibilité aux langues vulgaires, au français, de se développer, et on assiste donc à la naissance d'une nouvelle littérature. Quant à la fin du XVIIe siècle, plus exactement le début du XVIIIe siècle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la fin de la monarchie absolue avec la mort de Louis XIV, et cela mène à un véritable bouleversement social, économique et donc littéraire, qui fait qu'à partir de ce moment-là, on commence à écrire autrement, on commence à avoir d'autres préoccupations, à aborder d'autres thèmes, et donc à avoir une autre sorte de littérature. En ancien français, la littérature, c'est la chose écrite. Le mot littéra en latin veut dire la lettre. Ensuite, le mot prend le sens de connaissance obtenue par les livres. On utilise moins le mot littérature que l'expression belle lettre. Être lettré, c'est être cultivé, avoir lu des livres et savoir reconnaître les bons livres. C'est assez tard, après le XVIIIe siècle, que le mot littérature prend son sens moderne. Elle devient l'usage esthétique de la langue écrite et les productions qui en découlent. Donc, quand on parle en cours de littérature française, on adopte le sens moderne du mot. Si les mots changent, les pratiques évoluent elles aussi. Au Moyen Âge, la littérature est tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. Les productions écrites sont très proches des récits oraux. La parole permet la diffusion des textes. On lit à voix haute, on récite, on chante. L'écriture n'a pas vraiment pour but l'invention, mais plutôt la transmission. On réécrit ce que l'on a déjà entendu ou lu. L'équivalence entre littérature française et littérature en langue française n'est pas une évidence. D'abord parce que le territoire français est soumis aux aléas des guerres et des héritages et évolue beaucoup pendant la période. De plus, du côté de la langue, le Moyen Âge est une période bilingue. On parle à la fois latin et français. La période distingue deux cultures. Une culture savante de gens qui maîtrisent le latin, que l'on appelle les clercs, et qui sont des lettrés, des savants, pas forcément membres de l'Église, mais en réalité de façon assez fréquente, puisqu'être éduqué au Moyen Âge, c'est forcément avoir reçu une éducation religieuse, une éducation chrétienne en latin. L'autre culture, c'est une culture laïque, qui rassemble les non-lettrés, le peuple, mais aussi la plus grande partie de la classe noble. Il ne s'agit donc pas d'une séparation entre riches et pauvres. Le latin, c'est l'autorité. C'est la langue de la religion, du savoir, du pouvoir, la langue aussi de la transmission. En Europe, les gens lettrés parlent latin. Du côté de la culture laïque, on a les langues romanes, qui sont issues du latin elles aussi, mais d'un latin vulgaire, parlé tous les jours. D'une part, la langue d'Oïl, au nord, d'autre part, la langue d'oc, au sud.